Une imposante forteresse qui domine et protège une ravissante cité médiévale. Angle sur l'Anglin depuis le Xe siècle surveille la frontière nord-est du Poitou, le lieu idéal pour partir entre vallée de la Vienne et vallée de la Gartempe à la découverte du patrimoine de cette région. Au programme, des œuvres d'art exceptionnelles de renommée mondiale, les splendeurs du Moyen-Âge de Chauvigny, les peintures romanes de Saint-Savin classées par l'UNESCO et même, et c'est un privilège, les véritables gravures préhistoriques du roc aux sorciers surnommé le Lascaux de la sculpture. Aujourd'hui, cap sur la Vienne, un voyage au pays des artistes. Nous commençons nos escapades à Chauvigny, juché au sommet d'un promontoire rocheux au-dessus de la vallée de la Vienne. L'endroit idéal pour remonter le temps, destination le Moyen-Âge. La cité médiévale de Chauvigny est singulière à plus d'un titre, notamment parce qu'elle compte pas moins de 5 châteaux. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous m'avez donné rendez-vous dans le plus ancien des châteaux de Chauvigny, le château baronial dont les origines remontent au XIe siècle. Et alors je voudrais comprendre quelque chose pour commencer. Pourquoi autant de châteaux, 5 ici? Alors le château dans lequel nous sommes est le château des évêques de Poitiers, qui obtiennent la seigneurie de Chauvigny et qui vont faire de ce lieu une de leurs résidences favoris. Ils sont dans ce château, mais alors pourquoi d'autres tout autour? Pourquoi d'autres châteaux? Plusieurs raisons. L'une d'elles est familiale, l'autre est que nous sommes dans un fief important et qu'il faut pouvoir le défendre. Et probablement ces seigneurs participaient-ils à la défense du domaine de l'évêque à Chauvigny. Parce que l'évêque n'avait pas le droit de prendre les armes, lui. On interdit au clergé de porter les armes au cours du XIe siècle précisément, d'où la nécessité probable de ce renfort. Il y a toujours un aspect assez romantique aux ruines. Il faut dire que ce château a servi de carrière de pierre après la Révolution, mais ce qui reste en dit long quand même sur la puissance de cette place forte. Tout à fait. On peut en avoir un petit aperçu simplement par les dimensions internes du donjon. 17 mètres de côté sur 14 mesures intérieures, ça en fait l'un des plus grands qui a été construit dans le centre-ouest à cette époque-là, probablement au XIe siècle. Avec ses 5 châteaux, Chauvigny est un exemple presque caricatural du système féodal médiéval. Certes, à l'époque, les seigneurs, petits et grands, régnaient en maîtres sur leur fief, leur population. Mais à présenter le Moyen-Âge uniquement comme une période sombre, violente, on en oublie d'autres aspects. Le Moyen-Âge est tout sauf un âge moyen. Y a-t-il un goût pour le luxe, pour les arts? Oui, tout à fait. Au Moyen-Âge, les seigneurs aiment vivre dans des conditions qui sont tout à fait remarquables, voire luxueuses. Mais à cette époque, pour la période qui nous concerne, le XIIe siècle, c'est le clergé qui est véritablement le commanditaire, et on en a d'ailleurs à Chauvigny un très bel exemple. Direction la collégiale Saint-Pierre, construite à la demande des évêques. Le bâtiment est de taille modeste, mais il cache en son sein un trésor inestimable. Des chapiteaux sculptés au XIIe siècle, de purs chefs-d'œuvre de l'époque romane. Je découvre ces chapiteaux pour la première fois, Max. Vous qui les avez vus des milliers de fois, est-ce qu'il y a toujours la même émotion? Moi, c'est la même émotion. Moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui nous offre quelque chose. Et en plus, il a signé Goffridus. Mais Godefroy, il crée une œuvre qui est unique, qui nous prend, et puis qui est très diverse à la fois, avec les deux inspirations de l'époque, une inspiration du bestiaire médiéval, et puis une inspiration du Nouveau Testament.
XIIe siècle, cet artiste imagine des monstres incroyables avec deux corps reliés à une tête. Il y a ce masque-là avec ses regards. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de me transpercer, de regarder à l'intérieur de moi. Alors, ça, c'est plutôt une volonté de montrer l'enfer. C'est un peu la peur, la religion par la peur. En revanche, il y a la religion par une forme de sérénité. Ce chapiteau-là, qui est probablement pour moi le plus abouti. C'est un chapiteau qui fait passer le cercle de la colonne au carré du haut sans discontinuité, en ayant une forme absolument synthétique. C'est une force. L'artiste qui a fait ça, c'est du génie. C'est un formidable chef-d'œuvre. Dans la cathédrale de Séville, vous avez l'enterrement du comte d'Orgas, qui est un formidable tableau du Gréco. Ben nous, on a un Goffridus. Alors on n'a pas de chance, Goffridus, il n'est pas répertorié comme le Gréco. Mais ça vaut... C'est ce standard-là pour vous? Ah, ça vaut tous les Grécos. C'est formidable. C'est une extériorisation formidable, à la fois artistique et puis qui nous touche encore aujourd'hui. Des émotions, des frissons, le département de la Vienne en a beaucoup à offrir aux amoureux des arts. Illustration à Saint-Pierre-les-Églises, située à quelques kilomètres seulement de Chauvigny. Marie-Claude nous a donné rendez-vous devant cet édifice roman qui abrite des peintures d'une valeur historique considérable, méconnues du grand public, des fresques médiévales sans doute les plus anciennes d'Europe occidentale. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ce sont ces œuvres, ces fresques carolingiennes qui ont été découvertes au XIXe siècle et que l'on a analysées il y a quelques années grâce à des études du carbone 14. On a pu les dater entre 780 et 980. Et cela en fait les œuvres les plus anciennes pour l'Europe occidentale médiévale. Certaines peintures sont effacées, mais d'autres s'offrent aux visiteurs plus de 12 siècles après avoir été réalisées. Comme cette crucifixion, avec le Christ imberbe, les jambes jointes au-dessus du calice qui recueille son sang. Ou encore l'Apocalypse, illustrée par le combat entre l'archange Saint-Michel et le dragon, des œuvres qui remplissaient une fonction bien précise. Alors le dessin est un moyen d'expression à l'époque. On pense que la plupart des gens ne savaient pas lire, l'élite oui, mais les gens du peuple non. Et donc là, nous sommes dans une église paroissiale et pour eux, l'image est un support, une aide à la compréhension des mystères chrétiens. Nous quittons la rivière de la Vienne pour en rejoindre une autre, la Gartempe. Une vallée où la nature a dessiné des paysages envoûtants, créant, tel un peintre, des ambiances. Il faut croire que cela a inspiré les hommes. Montmorillon, Saint-Divicien, Joué, Antigny, sur une vingtaine de kilomètres, on trouve une incroyable concentration de peintures murales remontant au XVe, XIVe, XIIe siècle. Une telle abondance qu'on a surnommé cette partie de la Gartempe la vallée des fresques. Nous voici à l'église de Saint-Germain, dont les origines remontent au Moyen-Âge. Et il faut croire que ce goût pour la peinture a traversé les siècles. La preuve avec ce décor peint dans les années 1850. Il représente des scènes de la vie de Saint-Germain d'Auxerre, mais le plus étonnant réside dans la technique utilisée. Regardez bien, il s'agit d'une peinture en trompe-l'œil donnant l'illusion du relief, de la 3D bien avant Avatar. Le chef-d'œuvre de cette vallée des fresques se trouve à quelques battements d'ailes, dans l'église abbatiale de Saint-Savin. Sa construction remonte au XIe siècle, fin XIVe. On y ajouta cette immense flèche gothique. Saint-Savin est classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, car elle abrite un trésor.
Aurore, c'est quand même très rare de pénétrer dans une église romane et d'être saisi de la sorte par la dimension, l'ampleur. C'est normal, puisqu'en fait l'église de Saint-Savin répond à des particularités qui ne sont pas complètement celles en fait, des églises romanes que l'on bâtit à cette période-là. Et généralement que l'on appelle, plus sombres, un peu plus renfermées. Voilà, un petit peu plus repliées sur elles-mêmes, qu'on appelle des églises à bas-côté. Mais Saint-Savin, en fait, appartient davantage à la famille des églises halles, avec en particularité de posséder des nefs, donc des vaisseaux latéraux très élevés. Il y a là aussi la particularité de voir des baies plein cintre qui sont placées dans la partie haute des murs. Donc il y a des entrées de lumière. Et il y a des entrées de lumière très très importantes. Donc il y a eu ici vraiment un désir de faire entrer la lumière à l'intérieur d'un édifice qui a reçu un décor peint qui est quand même placé à près de 17 mètres du sol. En lançant notre drone vers ce plafond, on comprend mieux pourquoi Saint-Savin est surnommée la chapelle Sixtine du Moyen-Âge français. Plus de 400 mètres carrés de plafond, recouverts de fresques peintes au XIe et XIIe siècle. C'est le plus vaste ensemble de peintures romanes conservées en Europe. Un chef-d'œuvre monumental. On a là la Bible en images à travers une sélection de scènes qui s'inspirent plus particulièrement de l'Ancien Testament, la Genèse et l'Exode. Alors, en plus du cycle de la création, on voit aussi le récit d'Abel et de Caïn, le récit de Noé. Le cycle de Noé, il est assez complet. Il y a presque une dizaine de scènes. Ça commence par l'Annonciation et après, il y a l'arche. On la voit, cette arche. Voilà, alors l'arche effectivement qui est, il faut bien le dire, un peu l'emblème donc, des peintures de Saint-Savin, puisque en fait cette image renvoie vraiment au mythe du déluge qui est présent dans plusieurs cultures. Et là, juste au-dessus de nous, une peinture là encore extraordinaire, la tour de Babel. Tout à fait, donc la tour de Babel, c'est aussi donc une autre illustration du récit de la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que, notamment à travers cette image, c'est aussi l'illustration d'un chantier médiéval. Nous sommes ici à la tribune, on a une vue magnifique sur la nef. C'est quand même un programme très complexe, on ne s'adresse pas, j'allais dire, aux paroissiens moyens ici. Oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'église, autrefois, était une église abbatiale. Donc, elle était desservie par une communauté de moines bénédictins. Et donc, le principal destinataire de l'ensemble de ce programme peint, c'est effectivement donc, le religieux, le moine, qui détenait le savoir à l'époque. Et il s'en est fallu de peu pour que ces fresques romanes ne disparaissent à jamais. Au XIXe siècle, la voûte est fissurée, il pleut dans l'église. Le maire, pour boucher les trous, commence alors à badigeonner les peintures. Alerté, Prosper Mérimée, conservateur des monuments historiques et écrivain, sauva Saint-Savin. Depuis, les peintures ont été plusieurs fois restaurées, un travail fait de précision, de patience, de respect aussi. Aujourd'hui, le public peut admirer des œuvres à nouveau éclatantes de beauté, mais il y en a quelques-unes inaccessibles. Elles sont dans un endroit un peu secret, sous l'autel, dans une crypte, fermée pour des raisons de conservation. Bonjour Carolina. C'est un privilège d'être dans cette crypte où se trouvaient les reliques de l'un des saints fondateurs, Saint Savin. Alors, moi, ma surprise, c'est de découvrir que là encore, il y a des peintures. En effet, c'était un édifice qui était recouvert entièrement de peinture. C'est un espace assez modeste qui fait 9 mètres sur 5. Mais si on met les peintures les unes à la suite des autres, on peut avoir jusqu'à 45 mètres linéaires de peinture. Donc c'est quand même assez impressionnant pour un petit espace comme ça. Et avec une grande minutie dans le détail. Alors on est dans des peintures à hauteur d'homme, effectivement. Alors les scènes qui sont peintes, ce sont les supplices des saints. Alors, c'est présent, on leur arrache la peau avec des crochets. Là au-dessus de nous, ils passent sur le supplice de la roue. C'est presque vivant quand on les regarde. Il y a une grande recherche de réalité qui est liée avec la technique des manuscrits, des enluminures. Je pense que c'est un atelier qui travaillait plutôt dans des enluminures que dans l'art monumental, parce que la technique se rassemble plus à des petits espaces. Que ce soit dans la crypte ou dans la nef, pour vous, ceux qui ont réalisé ces œuvres, ce sont des grands artistes ? Ce sont des grands artistes
qui sont aussi accompagnées par des petites mains. On arrive vraiment à différencier la présence d'un grand maître qui gère la peinture et des gens qui l'accompagnent pour remplir les détails. Oublions un temps les peintures, les sculptures, pour nous intéresser au support de ces œuvres d'art, la pierre. Si le Poitou est un lieu taillé pour les artistes, c'est en grande partie grâce à son calcaire d'une qualité exceptionnelle. Nous voici à Tercé, dans les carrières de Normandou. Elles sont fermées depuis 1990, mais durant plus d'un siècle et demi, on y a extrait la roche. C'est assez impressionnant. Des falaises, de l'eau, la végétation qui a repris ses droits, parce que bien entendu, rien de tout cela, il y a 25-30 ans, n'existait en dehors de la carrière. Il n'y avait pas d'arbres. Alors pourquoi de l'eau d'ailleurs? Les carriers, tout simplement, qui ont percé la nappe phréatique en 1911. Et la carrière s'est remplie d'une manière naturelle. Et tous les jours, pendant un siècle, ils étaient obligés de pomper l'eau. Alors quand la carrière est en activité, on se met, par exemple, il y a un siècle, à peu près à cet endroit-là, 70 à 80 carriers répartis un peu partout sur les différents bancs. On imagine des rails qui courent en bas pour les wagonnets, qui évacuent toute la pierraille. On imagine des chevaux qui tirent les wagonnets plats, qui amènent les gros blocs au pied du plan incliné pour monter les blocs de à peu près 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, c'est-à-dire 10 tonnes, 12 tonnes. 10 tonnes, Oui, absolument, oui. Les origines de ce calcaire, une roche sédimentaire, nous ramènent au Jurassique. La région est alors recouverte d'une mer chaude, le climat digne des Bahamas. 165 millions d'années plus tard, des hommes vont pouvoir profiter de cette pierre, dure mais pas trop, résistante aux intempéries, idéale pour la sculpture, la construction. La carrière a été achetée par le baron de Souveyran, qui était à la fois un politique et en même temps un financier. Et le fait d'avoir le baron Haussmann comme ami ça va lui ouvrir des marchés. A ouvert évidemment un énorme marché sur Paris, avec tous les travaux d'Haussmann, et qui a beaucoup servi pour la pierre de la Vienne en général, et de Normandou en particulier. Et donc c'est des milliers et des milliers de mètres cubes de pierre qui ont servi à Paris, à la fin du 19e siècle, mais pas seulement à la fin du 19e siècle, jusqu'à la fin de son extraction. On s'en doute peut-être pas, mais cette pierre de la Vienne, on la retrouve où, dans quels endroits? Partout. Mais en parlant de Normandou, le monument qui est sans doute le plus visible et le plus beau et le plus spectaculaire, c'est le fameux palais de la Porte Dorée, où on a les 4 façades entièrement sculptées et en totalité venant en pierre de Normandou. La carrière connaît aujourd'hui une deuxième vie. Une salle de concert a été construite et tous les étés, un festival accueille musiciens, artistes plasticiens, créateurs en tout genre. C'était important de sauvegarder ce patrimoine industriel. Alors c'est important de conserver un patrimoine industriel quand il est quasiment unique, c'est évident, ne serait-ce que pour la beauté du site, comme on vient de le voir, mais c'est aussi important parce que c'est aussi un patrimoine humain, très, très, très dense, très fort. Des pierres et des hommes. À croire que cette relation est inscrite dans nos gènes. Retour sur la commune d'Angles sur l'Anglin pour en avoir une éclatante démonstration, car ces falaises abritent un site d'art préhistorique de premier plan, le Roc aux Sorciers. Clôture, barbelé, c'est très protégé, hein? Ah oui, il faut dire que c'est un vrai trésor qu'il y a à l'intérieur. Hein. Il n'y en a qu'un comme ça au monde. Donc on va rentrer, on a cette grande chance de pouvoir rentrer aujourd'hui. Voilà. On referme bien alors. Oui, vaut mieux. Il est très rare de pénétrer avec une caméra dans ces abris où il y a 15 000 ans des hommes ont vécu et sculpté la roche. Alors, on a au plafond un bison de profil gauche avec sa tête ici qui est, ah oui, je commence vous voyez, à le voir. avec l'oreille en relief, la corne, l'œil, le museau, je pense qu'il tire la langue même.
le poitrail et les pattes antérieures. Ah, on les voit très bien, elles. Voilà, avec la ligne de ventre, le sexe, et les pattes postérieures. Vous voyez bien les deux doigts du sabot. Et puis, on monte sur la croupe. Elle est malheureusement un petit peu détériorée, mais on a bien la bosse du dos qui nous permet de déterminer le bison. Et puis, on arrive sur la tête avec ce chignon au-dessus de la tête et qui a un décor géométrique à l'intérieur. Ce bison, en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait toute une ribambelle d'autres animaux, mais également de figures humaines, qui constituaient le plafond qui s'étendait sur 4-5 mètres plus en avant et qui était entièrement sculpté, gravé et peint, mais qui malheureusement est tombé en 1000 morceaux et a vraiment scellé les couches d'occupation des hommes qui ont fabriqué cette œuvre. Et il reste des morceaux de ce plafond, Oui, d'ailleurs. oui, voilà, justement. Il en reste un qui est conséquent, qui a été retrouvé, donc la face décorée contre le sol, on le retrouve bien. Et là, vous avez par exemple le détail de petites pattes très finement sculptées. On doit ces découvertes à 2 grandes dames de la préhistoire, Suzanne de Saint-Mathurin et Dorothy Garotte. Les fouilles, minutieuses dans les années 1950, vont leur permettre de mettre au jour une frise unique au monde par ses qualités, sa dimension. Le Lascaux de la sculpture. On est dans l'abri bourdois, l'autre partie du site du Roc aux Sorciers, où là, quelque chose d'exceptionnel, c'est cette frise sculptée qui s'étend sur plus de 20 mètres de long et qui n'est même pas finie de dégager. Mais sur ces 20 mètres de long, il y a notamment cet ensemble de bouquetins. Je dis ensemble pour commencer, mais en fait, on a une harde de mâles et on a ce qu'on appelle la chevrée, c'est-à-dire le regroupement des femelles et des petits. Et la taille, la morphologie de ce petit bouquetin, en fait, nous indique qu'on est au début de l'hiver, quand le troupeau des bouquetins se rassemble. Donc là, on est sur une histoire de la vie du bouquetin. Il faut répéter encore et encore que nous sommes dans le noir parce que le site est protégé, mais normalement c'est un abri sous roche, contrairement à Lascaux, Chauvet, qui sont des sanctuaires au fond des grottes. Ici, Voilà. c'est le grand air, c'est le lieu de vie. Voilà, c'est le lieu de vie, c'est un art public accessible à tous, qui s'affiche dans la nature, en symbiose directe avec la nature qui est juste là. Et on a toute l'occupation au sol, où on a retrouvé tout le campement des Magdaléniens qui ont réalisé ces œuvres. Donc des lumières du soleil, du matin, du soir, c'est exposé plein sud, et la nuit, on allume des feux. Voilà, la nuit on allume des feux, on en a quelques vestiges encore au sol. Donc un autre éclairage. Voilà, un autre éclairage du sol qui fait encore plus mettre en valeur les sculptures, le relief. Et puis, notamment, on peut jouer avec les lumières, c'est-à-dire qu'on va voir ce petit félin qui tourne le dos à ce petit cheval. Et en fait, le carnivore et la proie, c'est-à-dire l'herbivore, le cheval, se tourne le dos. On peut jouer à un jeu de cache-cache et certainement raconter beaucoup d'histoires. Alors voilà, un autre panneau qui fait l'exception du Roc aux Sorciers, c'est le panneau dit des femmes. On a 3 corps de femmes juxtaposés. La première, sans doute celle positionnée au milieu, elle se déploie donc de face avec le triangle pubien, le nombril, voilà, les cuisses. Juste à sa droite, une autre femme vue de 3/4, mais le triangle pubien vu de face. Et alors ce qu'elle a d'original, c'est qu'elle a son nombril et une ligne gravée entre le nombril et le pubis. Ligne de pigmentation des jeunes femmes enceintes. Donc elle est dans un autre état de la femme. Et la 3e femme, elle est toute plate. Elle n'a plus de rondeur. On peut se demander, est-ce une jeune fille ou une femme âgée? Et en fait, elle est associée à 2 bisons. Mais elle est imbriquée, vraiment, avec ces 2 bisons. Est-ce que c'est une image de la vie, de la mort? Est-ce que justement cette femme, est-ce une femme en fin de vie? Voilà, c'est que des questions qu'on va soulever. Je n'ai pas les réponses. Ces femmes, on n'a pas la représentation de leur visage. Ah non, alors justement, elles n'ont pas de visage parce qu'elles représentent en fin de compte la femme universelle, c'est-à-dire que ça représente toutes les femmes. Là, on est peut-être en présence d'un Michel-Ange de la préhistoire, puisqu'il a vraiment un savoir-faire indéniable. Et il rend ses sculptures très vivantes, c'est dans le détail, mais en même temps, il y a une conception qu'il a dû travailler, qu'il a dû réfléchir. Là, moi, quand je vois les œuvres magdaléniennes, je vois de la beauté, je vois de la sensibilité, je vois des choses sur lesquelles je dois, aujourd'hui, contemporaine du XXIe siècle, m'arrêter et ressentir. Et pourtant, je sais que ce que je sens aujourd'hui, c'est pas le rôle que devaient jouer ces œuvres dans la société magdalénienne, mais c'est leur pérennité, en fait, dans le monde contemporain.
Pour admirer ces œuvres, il faut venir ici à Angles-sur-Langlin où grâce à un splendide fac-similé, un centre d'interprétation, on peut prendre la mesure du talent de nos ancêtres. Il y a d'ailleurs un point commun entre les sculpteurs préhistoriques, les peintres du Moyen-Âge et les créateurs d'aujourd'hui. En exprimant leur vision, ils provoquent une réaction chez le spectateur. Le talent des grands artistes, c'est bien de nous imposer, parfois malgré nous, une conversion du regard, d'accepter l'idée qu'il existe une autre façon de voir le monde dans lequel nous vivons.